Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. En 1976, il y eut durant l'été une grande sécheresse en France. Entre le 17 juillet et le 1er août 1976 eurent lieu les Jeux Olympiques à Montréal au Canada. Le Français Guy Drut y remporta la médaille d'or au 110 mètres haies. En 1976, Gérard Attias et André Le Saux lancèrent le contrat Affaires, qui allait révolutionner le secteur de l'assurance vie. En 1976, un jeune diplômé de l'école polytechnique nommé Daniel Collignon commença sa carrière professionnelle à la commission de contrôle des assurances. En 1981, Daniel Collignon rejoignit la Fédération continentale, filiale du groupe Generali, dont il sera directeur général entre 1992 et 2001. Il devint directeur général adjoint de Generali France Holding et, en 2006, membre du directoire d'April Group et directeur général d'April Group Vie Épargne. En 2007, il fut nommé président-directeur général d'Axeria Vie, la compagnie d'assurance vie d'April Group, devenue Spirica, qui entrera ultérieurement dans le giron du Crédit Agricole. Depuis 2007, il était également à la tête d'UAF Life Patrimoine. Ce même Daniel Collignon vient de prendre sa retraite. C'est un des meilleurs connaisseurs de l'assurance vie en France, dont je rappelle l'importance. À la fin de l'année 2023, les encours des contrats d'assurance vie s'établissaient au niveau record de 1923 milliards d'euros. Daniel Collignon, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast Exchange de CFA Society France. L'assurance vie en France, c'était mieux avant ? Ou bien le secteur s'est-il bonifié en 40 ans et si oui, comment ? Bonjour à tous. Alors l'assurance vie, lorsque je suis rentré dans ce métier, déjà c'est un tout petit segment, puisque en 1981, le chiffre d'affaires, donc la collecte brute de l'assurance vie, représentait 25 milliards de francs, c'est-à-dire en gros 4 milliards d'euros. Et à l'époque, on distribuait des contrats dits mixtes. Alors c'est quoi un contrat mixte ? Dieu merci, ça a disparu du paysage, même si de fait ça n'avait pas que des inconvénients. C'était un contrat très simple, on versait une somme fixe chaque mois, pendant une durée fixe. Au terme de cette période, on avait un capital, et si on décédait avant, on avait le même capital. Donc c'était vendu comme de la prévoyance, mais avec la possibilité de récupérer son épargne au terme. Et, énorme avantage, c'était déductible fiscalement. Donc, à l'époque, les impôts frisaient les 60%, donc c'était une super réduction dans le versement de la prime. Une petite astuce, comme il y avait un capital vie et un capital décès, les petits malins se sont dit quelle devait être la part du capital vie par rapport au capital décès pour qu'on ait droit à cette réduction d'impôt. Et la part a été fixée à 25%, donc on a vendu des combinés 125, capital d'essai 100, capital en cas de vie au terme 25, ce qui était le message, vous récupérez vos versements, enfin une partie de vos versements. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, il y avait des taux garantis, des frais, en tout cas une opacité totale. Et ceux qui étaient les grands gagnants de l'affaire, c'était évidemment les distributeurs, qui touchaient des commissions escomptées, qui pouvaient faire parfois jusqu'à 2 ans de versement du client. Vous imaginez, ça ne se voyait pas parce que comme à l'intérieur du contrat, il y avait un taux d'intérêt qui était précompté à 3,50, c'était impossible de comprendre ce qui se passait. Et on avait en gros, on versait 100 par mois pendant 10 ans et on avait 120 000 garanties. Bon, simplement, le jeu des intérêts permettait de prélever des sommes assez considérables. À une époque où l'inflation était de surcroît encore assez élevée. À l'époque où l'inflation était très élevée. Alors, il y avait une sorte de participation au bénéfice aussi, qui était complètement aléatoire et incompréhensible et pas expliqué, et qui n'était pas lié à un rendement d'un fonds quelconque, puisque le fonds euro n'existait pas, on parlait de fonds général à l'époque. Et cette participation au bénéfice ne couvrait évidemment pas l'inflation. Alors, effectivement, ça a beaucoup changé, et ça a beaucoup changé. Certes, l'affaire
a été un des pionniers, même si les premiers contrats à faire n'étaient pas aussi purs que ce qu'on a connu après. Mais bon, ce qui a permis ce changement fondamental, c'est la hausse des taux. Il faut se souvenir qu'en 81, arrivée de François Mitterrand, programme commun de la gauche, toutes les mesures qui ont été prises pendant les 2 premières années, qui étaient des mesures qui ont pourri l'économie, qui ont fait monter l'inflation à 15% en gros, et les taux à 10 ans étaient à 17%. Bon, au bout de 2 ans, tout le monde s'est calmé et la gauche, François Mitterrand, a fait une politique de droite extraordinaire. Le virage de la rigueur. Absolument, et ça a sauvé la France, et ça a été une année exceptionnelle pour la finance, pour l'économie. Les 12 années suivantes de François Mitterrand ont fait grandir la France. Bon, mais je voulais pas parler de politique, simplement dire que les taux d'intérêt à 10 ans étant à 17%, ça a donné des idées. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme idée? La première, c'est de faire des primes uniques à taux garanti. À l'époque, on achetait du taux garanti à 10% pendant 10 ans. C'était magique. C'était magique. Et ça a commencé à instiller dans l'esprit des épargnants et de leurs conseils la notion de rendement lié au placement. Et ça a été une des sources de la création des fonds euros. Donc, fonds euros, pareil, on achetait des obligations. On achetait des obligations à des taux très élevés. Il faut avoir en tête qu'à l'époque, les taux d'intérêt long terme étaient très supérieurs aux taux d'inflation. Il y avait ce qu'on appelait... Alors, c'est des termes qui ont été oubliés depuis... Enfin, on a bien essayé de les ressusciter ces derniers mois, mais il y avait le taux d'intérêt réel, qui était le taux d'intérêt net de l'inflation. Bon, comme l'inflation a quasiment disparu jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, ces mots ont disparu. Et comme tous les petits jeunes qui sont aujourd'hui à la tête de la finance sont arrivés dans le métier à cette époque-là, ces termes ont complètement disparu, alors qu'ils restent tout à fait pertinents. Mais comme on avait des taux très élevés, on avait un rendement facial qui était très attrayant, et en plus, c'était supérieur à l'inflation. Donc, une période magique. Mais on vendait que du fonds général. Alors, les choses ont bien changé depuis, puisque alors, elles ont changé à de multiples niveaux, mais si on en reste au niveau du produit, évidemment, le fonds euro a émergé de manière claire comme une entité à part entière. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un autre monde. On publiait la liste des placements qu'il y avait dans le fonds euro. C'était un argument de vente. On expliquait que dans le fonds euro, il y avait des obligations à 15, 16%, 14%, alors que l'inflation était à 7%. Et donc, en moyenne, ça allait permettre de donner une belle rentabilité à travers la participation aux bénéfices. Donc, naissance du fonds euro, naissance des unités de compte. Les unités de compte sont nées de manière un peu paradoxale, puisque un des promoteurs des unités de compte, ça a été l'abeille. L'abeille qui est devenue Avivap, qui est redevenue abeille. Pourquoi l'abeille a lancé des unités de compte? C'est parce que d'un côté, il y avait l'affaire qui lui pompait l'essentiel de son activité en matière d'assurance vie, et pour avoir quelque chose à côté, qui ne soit pas dans le canal unique de l'affaire, l'abeille a créé des premiers multisupports. Et beaucoup d'assureurs se sont engouffrés dedans, parce que c'était le moyen d'offrir de la diversité dans les placements. Autre changement très significatif, alors là je vais parler plus de système de distribution. À l'époque, évidemment, les conseillers en gestion de patrimoine, ça n'existait pas. Puis Internet non plus, puisque par définition, le web n'existait pas. Donc ça simplifie les choses. Et les conseillers en gestion de patrimoine se sont saisis de l'assurance vie à cette occasion-là. Parce que, qu'est-ce que vendait un conseiller en gestion de patrimoine avant? Déjà, ce n'était pas des conseillers en gestion de patrimoine, c'était des conseillers financiers. Et c'était souvent des salariés de réseau. Donc les salariés vendaient des SICAV, vendaient de l'immobilier, et tout d'un coup, lorsqu'on leur a présenté un contrat dans lequel il y avait 10% garanti pendant 10 ans, anonyme aussi, à l'époque, anonyme, non imposable, on ne reviendra pas sur ce passé peu glorieux, mais bon, en tout cas, tout le monde s'est précipité sur ce type de produit. Et les conseillers financiers se sont installés comme indépendants, et c'est la naissance des conseillers en gestion de patrimoine qui se sont branchés sur ce type de produit, facile à vendre et extrêmement rémunérateur. Un dernier point sur cette évolution des systèmes de distribution, l'apparition d'Internet.
Internet le premier contrat Internet, je l'ai créé, voilà, en toute humilité. C'était en 99, avec une banque qui n'a pas duré très longtemps, qui était Zibank. Très belle idée, trop tôt. Parlons justement de la distribution d'assurance vie qui, en dépit de l'émergence de canaux alternatifs, reste beaucoup sous la coupe des réseaux bancaires, qui sont également des banques assureurs. Donc ces canaux alternatifs, que ce soit via des courtiers en assurance ou en direct sur Internet, ont-ils réussi à se faire une vraie place au soleil de la distribution d'assurance vie ? Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque tout ça a émergé, donc il y a un certain temps, dans les années 80, mon père m'a dit à un moment, écoute, je sais que tu travailles dans l'assurance vie, qu'est-ce que tu crois que je pourrais souscrire comme contrat ? Je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais t'en faire un pour toi. J'ai fait à l'époque un contrat alors qui était 100% fonds euros, et ce qui est magnifique, je l'ai retrouvé, les conditions générales tenaient sur 3 pages. Et il n'y avait pas toutes les scories qu'on nous oblige à mettre maintenant que les clients ne comprennent pas et qui ne servent pas à grand-chose. Mais bon, les conditions générales tenaient sur 3 pages, c'était très facile à comprendre, et ça a été la naissance du premier fonds euro historique de la Fédération continentale, qui a été le fonds euro épargne. Et je lui dis, je l'ai fait pour toi, tu ne trouveras pas mieux sur le marché. Et puis quelques temps après, j'ai découvert qu'il avait gardé certains de ses contrats chez son banquier. Et je dis, mais pourquoi tu as gardé ça ? C'est quand même beaucoup moins bon que ce que je t'ai fait pour toi. Et il m'a répondu, mais tu sais, si un jour j'ai un problème avec mon banquier, si j'ai besoin d'un découvert ou de choses de ce genre, je veux rester bien avec eux. Bon, alors je dis pas que mon père est représentatif de l'ensemble de la population, mais bon quand même. Alors il y a un deuxième élément qui plaide en faveur de la banque assurance, c'est la connaissance du client. Je veux dire, lorsque n'importe quelle somme arrive ou sort de son compte, ils savent immédiatement qu'il les a trahis en allant souscrire un contrat d'assurance à l'extérieur, ou qu'au contraire, il y a une opportunité pour faire quelque chose. Bon, c'est comme ça. Mais quand j'ai vu arriver les contrats Internet, donc en 99, j'ai eu l'erreur de prétendre que ce marché-là atteindrait 5% de part de marché, donc, dès 2005. On n'y est toujours pas. Pourtant, les produits sont les moins chers du marché, sont souvent les plus divers en termes de possibilités d'investissement, et les systèmes Internet sont de mieux en mieux faits. C'est extrêmement fluide, ça fonctionne très très bien. Alors, je ne vais pas faire la publicité pour tel ou tel, mais il y en a qui sont vraiment exceptionnels. Eh ben non, c'est toujours pas à 5%. Les CGP aussi, c'est un métier qui gérait d'homme à homme, enfin, ou de femme à homme. Ce sont des personnes physiques qui parlent à d'autres personnes physiques. C'est quand même extrêmement confortable, et qui, très généralement, connaissent bien leur métier et ont un contact fort avec leurs clients. Mais ils sont toujours autour de 6 ou 7% de part de marché. Alors, de temps en temps, on dit 10. J'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt 7%. Donc, non, les systèmes de distribution n'ont pas tant évolué que ça. Si, la banque assurance est montée progressivement à 2/3 de marché et s'y tient depuis très très longtemps maintenant. Voilà. Si le fonds en euros domine toujours largement les encours, le poids des unités de compte augmente, notamment dans la collecte. Est-ce que les réseaux de distribution, quels qu'ils soient, bancaires ou non bancaires, sont correctement outillés pour vendre des unités de compte, notamment dans un contexte où l'accès aux unités de compte investissant dans des actifs privés se démocratise ? C'est une vraie question. Alors, la connaissance financière des différents distributeurs de contrats d'assurance vie est très variable. Il y en a qui sont très pointus. On en trouve y compris dans certaines agences bancaires, mais en banque privée et chez les conseillers en gestion de patrimoine. Puis il y en a qui le sont beaucoup moins. Et malgré tout, ils ont à leur disposition des contrats qui proposent souvent beaucoup, d'après les CPR, beaucoup trop, d'unités de compte. Sur le fond, on peut dire 2 choses. La première, c'est que le fait de
de proposer trop d'unités de compte n'avance à rien. Parce que dans les unités de compte que l'on propose, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, il y en a qui sont chères, il y en a qui sont moins chères, mais je pense qu'on en reparlera. Surtout, un être humain normalement constitué ne peut pas maîtriser plus de quelques dizaines d'unités de compte. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Les conseillers en gestion de patrimoine, parce que c'est eux, ou les banquiers privés, c'est eux qui sont les plus concernés par cette volonté de choisir, et cette capacité à allouer des unités de compte diversifiées. On fait une sélection de quelques dizaines d'unités de compte et reste dans ce sous-portefeuille pour conseiller leurs clients. Alors, pourquoi ils apprécient d'avoir des contrats avec une offre très très large? C'est parce que ces quelques unités de compte ne sont pas les mêmes d'un CGP à un autre CGP. Et on ne va pas faire des contrats personnalisés pour chaque CGP. Mais il y a effectivement quelque chose à inventer, et en particulier avec tous les systèmes. Alors je n'irai pas jusqu'à l'intelligence artificielle parce qu'on aurait pu l'imaginer avant, mais là, je pense que l'intelligence artificielle aidera. On pourra avoir des supports qui permettent de choisir une meilleure allocation avec les meilleurs fonds adaptés aux besoins d'un client. Alors si on passe aux produits de private equity, puisque c'est aujourd'hui une offre majeure après l'immobilier en matière d'unité de compte. Quand je dis majeure, je mets de côté d'autres types d'offres comme les produits structurés qui relèvent d'une autre logique. Private equity ou dette privée. On parle aussi beaucoup de dette privée en ce moment. Absolument, et demain sans doute les infrastructures. Il y a quelque chose qui est très cohérent à mon sens dans l'épargne des Français. C'est une épargne à long terme avec une capacité de valorisation forte. Alors même s'il peut y avoir des fluctuations, mais on est toujours sur une optique de long terme et qui, à mon sens, et en particulier pour préparer la retraite, est complètement pertinent. Tous les régimes de retraite anglo-saxons reposent sur une part extrêmement importante de private equity, alors qu'en France, on est encore à des portions très très faibles. Un de vos confrères avait déclaré à l'automne 2020 que l'ère du 100% fonds en euros en assurance vie était résolument derrière nous et annonçait des performances très médiocres pour les différents fonds en euros de sa compagnie. Début 2024, l'ACPR, régulateur du secteur, déclare qu'elle étudiera les évolutions de la rémunération servie au titre de 2023 et notamment la redistribution progressive de la provision pour participation aux bénéfices constituée ces dernières années afin de maintenir une rémunération attractive pour les épargnants. Pouvez-vous nous expliquer cette différence d'interprétation entre 2020 et 2023 ? Alors pour aller un tout petit peu plus loin, le même confrère, en l'occurrence, propose aujourd'hui un taux de participation bénéfice très élevé avec un bonus sur la partie euro pendant 2 ans. Donc on a le droit de changer d'avis. Mais le fond du problème est extrêmement simple. Ce sont les taux d'intérêt. En 2020-2021, on plaçait son argent à des taux négatifs. Donc, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse dans un fonds euro? Donc, tout le monde a poussé à souscrire des unités de compte, ne serait-ce que pour ne pas se charger de manière trop importante en taux négatifs, et puis parce que ça ne présentait aucun intérêt, potentiellement, pour le client final. Bon, depuis, les taux ont remonté, à mon sens, pas aussi haut qu'ils le devraient, mais c'est une appréciation personnelle. Mais je parle des taux longs, pas des taux courts. Les taux ont remonté et ça conduit à 2 phénomènes, je dirais, de nature un peu différente mais complémentaire. Le premier, c'est une forte concurrence d'autres produits, et en particulier des produits dont le taux de rendement est indexé sur les taux courts. Je pense à tous les dépôts à terme en particulier, et qui ont conduit un certain nombre de particuliers, et en particulier ceux qui avaient acheté du fonds euro pour faire une simple opération de, entre guillemets, trésorerie, qu'ils ont poussé à sortir des fonds euros et à s'orienter vers ce nouveau type d'offre, ce qui a pu poser des difficultés parce que beaucoup de sorties correspondantes, en particulier dans certains systèmes de distribution, les sorties ont été massives. Donc l'idée de retenir un peu ces fonds euros en donnant de meilleures conditions était une idée qui s'est beaucoup imposée. Puis si on essaye de prendre le côté plus positif des choses, le fait d'avoir des
fonds qui rentrent sur les fonds euros permet aujourd'hui d'acheter des taux d'intérêt plus élevés et donc on va utiliser ce terme affreux, de reluer, donc d'augmenter la rentabilité moyenne des fonds. Donc oui, le monde a changé. Oui, aujourd'hui, on peut souscrire des contrats d'assurance vie 100% fonds euros chez tous les assureurs, et ce n'est pas forcément une mauvaise opération de le faire. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les fonds euros ne seront plus jamais des fonds euros. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais je vais l'expliquer. Lorsque on a lancé les fonds euros dans les années 80-90, en fait, on partait de taux très élevés, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et les taux ont continuellement baissé pendant 40 ans. Ce qui fait que quand on avait un placement dans un fonds euro, il y avait évidemment les obligations qui avaient été achetées l'année du versement, mais il y avait aussi des obligations qui avaient été achetées 8 ans ou 10 ans avant, et donc qui rapportaient 4, 5, 8% de plus. Donc en moyenne, le portefeuille obligataire d'un fonds euro la rentabilité moyenne du portefeuille obligataire était très supérieure au taux instantané obligataire. Et comme en plus le taux instantané obligataire était très supérieur à l'inflation, ça donnait des fonds euros, très, très simplement, pendant cette période-là, on aurait pu rester sur le fonds euro en ayant un pouvoir d'achat de son épargne qui augmente de, disons, en moyenne 2% par an, sans aucun problème. Et ça, nulle part ailleurs, on l'a trouvé. Aujourd'hui, les choses sont très différentes parce que même si on investit, alors les taux fluctuent, mais disons qu'on investisse avec un OAT autour de 3, ça veut dire qu'on va investir parce qu'on n'achète pas que de l'OAT, Dieu merci, on achète beaucoup d'emprunts corporate ou bancaires, on va investir autour de 4. Bon. La diversification en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, si on prend ce taux de 4 et qu'on investit, disons que même la diversification va rapporter autour de 4 pour simplifier, qu'on prend les frais du contrat, ça va donner quoi au client final? Ça va lui donner 3 à peu près, à tout casser. 3, c'est moins que l'inflation. Donc aujourd'hui, le fonds euro ne sera plus jamais ce qu'il a été parce qu'on ne bénéficiera plus jamais des taux du passé pour remonter la moyenne. On aura des taux du présent qui essayeront de remonter cette moyenne. Mais donc les taux du présent risquent de rester longtemps supérieurs au taux de rendement du fonds euro. Alors, que dit la CPR? La CPR dit, vous avez accumulé la CPR, parfois, c'est un peu compliqué de décrypter le message, mais la CPR dit, vous avez accumulé de l'argent dans les périodes favorables, sous forme de participation aux bénéfices différés, rendez-la à vos clients aujourd'hui. C'est une obligation réglementaire, de toute façon, que de la rendre. Oui, alors c'est une obligation au bout de 8 ans. Au bout de 8 ans, et puis bon, c'est une application qui est quand même relativement souple. Mais je dirais que c'est plus une obligation morale que réglementaire. Et puis c'est une politique intelligente aujourd'hui pour éviter justement que les fonds euros ne se vident. Donc oui, il y a beaucoup d'assureurs qui ont puisé dans leur participation aux excédents, en tout cas ceux qui en avaient, pour améliorer le rendement de leurs fonds euros. Et d'ailleurs, on parlait de l'affaire tout à l'heure, l'affaire qui a eu toujours cette politique de distribuer immédiatement l'intégralité ou presque de rendement, aujourd'hui, n'a pu offrir qu'un peu plus de 20. Parce que de 20, c'est le vrai rendement des fonds euros. Tout ce qui est au-dessus, ça a été constitué, alors, évidemment, il y a quelques exceptions, mais pour l'essentiel, ça a été constitué par prélèvement sur les réserves. La loi sur l'industrie verte qui entrera en vigueur en fin d'année prévoit d'orienter une partie de l'épargne détenue dans les contrats d'assurance vie et les plans d'épargne retraite vers des fonds investis en actifs non cotés, notamment dans les mandats de gestion. Est-ce que c'est une façon pour l'État de faire financer une partie des investissements liés à la transition énergétique que les finances publiques ne peuvent pas assumer par l'argent de l'assurance vie sans demander leur avis aux assurés? Je serais tenté de répondre oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est un problème? C'est ça la vraie question. Chez Spirica, on a lancé du private equity dans nos contrats d'assurance vie avant même la loi Macron. Contrairement à ce que disent certains, je pense qu'on a été les premiers à le faire. Et depuis le lancement du PER, on a mis automatiquement une partie de private equity dans la gestion pilotée à horizon. Donc, ce que la loi demande aujourd'hui, on l'a déjà fait
parce que, personnellement, je pense que c'est l'intérêt des épargnants. Je l'ai dit tout à l'heure, le private equity est un élément clé du financement de tous les régimes de retraite dans le monde anglo-saxon. C'est quelque chose qui a toujours eu une rentabilité sur long terme. Il peut y avoir des accidents de parcours, mais a toujours eu une rentabilité sur long terme très supérieure à toutes les autres formes de placement. Et le fait de ne pas le proposer aux clients particuliers sous prétexte qu'ils ne comprendraient pas ce qu'on lui offre, pour moi, c'est un peu le spolier. Donc, le mettre dans son épargne, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, évidemment, c'est aussi utile pour, entre guillemets, le gouvernement, mais sauf à supposer que le gouvernement prenne des mesures contre l'intérêt des citoyens, c'est utile pour l'ensemble de la collectivité. Parce qu'évidemment, il faudra financer la transition énergétique. Évidemment, il faudra équiper les différents pays, même si la France est très loin d'être le plus mal équipé aujourd'hui. Regardez, les ponts ne s'effondrent pas forcément en France. On a des besoins qui sont absolument colossaux et que ni les gouvernements, quelles que soient les mesures prises, ni les entreprises ne seront capables de couvrir. Donc, utiliser une épargne qui par ailleurs bénéficie d'un certain nombre d'avantages pour aider à ce financement qui favorisera l'ensemble des habitants de la planète, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que value for money, qui est, je le rappelle, un concept de la stratégie d'investissement de détail de l'Union européenne encore en cours de discussion, concept qui a été appliqué par l'ACPR au monde de l'assurance vie, France Assureur s'en est emparé avec une vision mécanique du calcul de ce qu'est la value for money d'une unité de compte. Est-ce que donc ce concept de value for money pourrait avoir un impact déflationniste sur les frais de gestion des UC? France Assureur s'est emparé de la demande de la CPR de manière très mécanique, mais c'est parce que c'était la demande de la CPR. C'est pas, ils n'ont pas inventé le concept. Aujourd'hui, il y a une confusion entre les frais et la performance. Et évidemment, on considère que des contrats qui sont trop chargés, ça nuit à l'épargnant final. Alors, c'est vrai qu'en derrière ce chargement, il n'y a pas de travail. Mais si il y a un contrat, un OPCVM, qui est performant et que ça coûte cher de le rendre performant, moi je suis prêt à payer cher. Quand vous achetez n'importe quoi, on va dire une voiture, vous préférez payer suffisamment cher pour que l'ensemble des... Ouais, on va prendre pire. Vous achetez un avion, vous préférez acheter un Airbus qu'un Boeing aujourd'hui. Pas parce que c'est pas une question de prix, c'est une question de qualité de ce qu'il y a derrière. Alors, le fait, effectivement, que le point a été mis en avant, recouvre ce qu'on disait tout à l'heure sur la multitude d'unités de compte qui sont proposées dans les contrats d'assurance, sans réel discernement sur la qualité de ce qui est offert. Le fait de dire il y a des contrats qui sont chers et qui en plus ne sont pas performants, des OPCVM qui sont chers et qui en plus ne sont pas performants, c'est vrai que progressivement, il faudra les sortir de l'offre. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais été performants, qui ont toujours été chers. Et on se demande d'ailleurs pourquoi ils ont été créés. Mais après, il faut faire attention parce que, effectivement, performance et prix, si on regarde les choses de manière objective, si on veut de la performance, il faut travailler, et travailler, ça coûte plus cher que rien faire. Qu'est-ce qui pourrait accélérer le référencement et l'utilisation par les assurés des produits indiciels à bas coût, dont on sait qu'ils délivrent généralement des performances supérieures à celles des fonds gérés activement dans l'assurance vie? Il y a un vrai problème avec les ETF et autres produits de même nature, c'est qu'il n'y a pas d'histoire à raconter. Lorsque on parlait tout à l'heure du private equity, dans private equity, on dit on a investi dans telle entreprise, regardez quelles sont ses performances. On peut même dire ce sont des entreprises qu'on croise dans la rue. Alors pas tous, ça dépend.
quand on investit, le private equity qui investit dans la deep tech, par exemple, on les croise pas trop dans la rue. Mais il y a tout un tas d'entreprises qui appartiennent à des fonds que l'on connaît, que l'on utilise, et il y a vraiment cette histoire à raconter. Sur un ETF, on fera pas pleurer un épargnant, et on lui expliquera pas que grâce à cette souscription de l'ETF, ses enfants vont trouver un job au pays. Alors, ça c'est un premier point, mais qui est contrebalancé par le fait que c'est vrai que les ETF ont souvent de meilleures performances. Alors, ça dépend des secteurs d'activité, mais ont de meilleures performances que 80 à 90% des frais de gestion. Il y a un autre aspect. Alors, moi, je suis allé regarder ce qui se passait aux États-Unis. Aux États-Unis, les ETF, ça a un sens très différent de ce qu'on connaît en France. Alors, ce sont toujours... En fait, un ETF, c'est un autre PCM comme un autre, beaucoup moins chargé, mais avec une énorme diversité d'offres. Le jour où on aura ça en France aussi, qu'on pourra prendre un ETF pour investir sur un secteur très particulier, sur un secteur qui, par exemple, a des exigences environnementales très très fortes et travaille sur l'installation de béthaniseurs. Enfin, je veux dire, des choses très très pointues. À ce moment-là, l'ETF, on pourra raconter une histoire et on pourra vraiment guider l'épargnant vers une utilisation optimale de son épargne. Aujourd'hui, investir dans un ETF qui réplique le CAC 40. Dans le cadre des discussions sur la stratégie d'investissement de détail de l'Union européenne, il y a une union sacrée des différents groupes représentant les services financiers pour s'opposer à toute remise en cause des rétrocessions. Ce serait si grave que ça si ces rétrocessions étaient interdites ? C'est une question qui est vieille, et il y a une mise en application dans certains pays, en particulier en Angleterre. Alors moi, je suis allé voir ce qui se passait en Angleterre à l'époque, il y a un certain nombre d'années, et je fais partie d'une association, l'APECI, qui regroupe des distributeurs de produits d'épargne, dont d'assurance vie, et on va retourner cette année voir ce qui se passe à Londres. À Londres, il y a toujours des IFA. Simplement, ils ont modifié leur discours et leur pratique en disant, avant, ils vendaient des unités de compte sur lesquelles ils touchaient des rétrocessions. Maintenant, ils conseillent le client dans la constitution d'un panier d'unités de compte. Et ils touchent toujours une rémunération pour ça, mais cette rémunération est affichée. Donc, le client signe un document dans lequel il dit « Je donne 1,20% à mon AFA ». Alors, je dis 1,20, ça peut être très variable, mais je pense que 1 à 20 doit être un peu la médiane, la moyenne. Enfin, c'est ça. Et donc, il le sait. Il n'y a pas de rétrocession, donc les produits derrière sont des produits entre guillemets purs, en tout cas au niveau financier. Et l'AFA sous-traite en général cette allocation financière à des sociétés spécialisées qui le vendent pour 20 ou 30 centimes. Et donc, il continue à percevoir la différence entre 20 et 30 centimes à la base des rétrocessions. Ou des rétrocessions. Alors, il faut être très clair sur ce point. Quand on parle de suppression des rétrocessions, c'est pas uniquement suppression des rétrocessions sur les unités de compte. C'est aussi suppression de la rémunération sur les frais du contrat. C'est ce qui se passe en Angleterre. Mais bon, à 0,90, il n'est pas très loin de ce que touche aujourd'hui un CGP, mais de manière moins visible. Alors que l'assurance vie semble être l'enveloppe idéale pour investir à très long terme et donc pouvoir prendre des risques en s'exposant notamment aux actions, qu'elles soient cotées ou non cotées, le fonds en euros domine toujours très très largement les encours pour les raisons que vous avez expliquées précédemment. Que font les assureurs en matière d'éducation financière ? Est-ce qu'il n'y a pas là un échec patent ? Est-ce que c'est leur rôle que d'éduquer les assurés ? L'éducation financière est un vrai enjeu de société. Quand on voit aujourd'hui qu'un Français sur deux n'est pas capable de dire
combien il toucherait s'il avait 2% d'intérêt sur 100 euros au bout d'un an. Et quand on voit que beaucoup de Français, enfin pas que de Français d'ailleurs, d'épargnants continuent à se faire arnaquer parce qu'on leur propose des rémunérations jusqu'à 300% sur un an et demi, on se rend vraiment compte que là, on a un vrai problème. Alors, un problème qui est un problème national. Qui se souvient avoir appris quelque chose, ne serait-ce que sur les intérêts simples, les intérêts composés dans ses études. Bon, mais c'est aussi quelque chose dont pourraient se saisir les intermédiaires financiers au sens large, pas que les assureurs. Et moi, je pense que dans la situation actuelle, on pourrait imaginer d'offrir à des assurés des produits à niveau. C'est-à-dire qu'on le ferait rentrer dans un produit relativement simple, pourquoi pas 100% fonds euros, et progressivement, on lui expliquerait comment l'ensemble fonctionne, et ça lui ouvrirait des portes vers d'autres types d'investissements. Jusqu'à, on pourrait imaginer un système à points comme le permis, qui permettrait, lorsqu'on a tous ces points, de faire de la gestion en titre vif dans son contrat d'assurance vie. Effectivement, là, on serait dans une situation... Alors, il ne faut pas non plus mésestimer le rôle des conseils, puisque c'est les conseillers, quelle que soit leur nature, sont là aussi pour accompagner le client, mais ça permettrait d'accompagner le client en étant sûr qu'il comprend bien ce qu'on lui propose. Daniel Collignon, est-ce que vous recommanderiez à de jeunes diplômés en finance, éventuellement détenteurs de la certification CFA, de faire carrière dans l'assurance aujourd'hui ? J'y ai pris tellement de plaisir, et je pense qu'il y a tellement de choses encore qui vont se passer, que répondre non serait... Enfin, c'est pas possible. On est dans un monde, l'assurance, c'est un monde qui touche à tout. Qui touche à tout parce que on touche à la relation humaine, on touche à la protection des personnes, on touche à la finance, on touche évidemment à tout ce qui est système d'information, puisque c'est une des clés de ce que l'on fait. C'est un métier qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant, et qui, en particulier sur l'assurance vie, permet, à travers des masses importantes que l'on gère, de participer à l'évolution du monde. Que demander de plus ? Daniel Collignon, maintenant que vous avez un petit peu plus de temps libre, est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs et nos auditrices une recommandation de livre, de film, de série, de pièces de théâtre, d'exposition, un podcast, un voyage, que sais-je, parmi vos expériences récentes ? Ken Follett. Ken Follett a écrit différents types de littérature, mais en particulier une histoire qui se passe dans l'Angleterre avec de nombreux volumes qui part du Moyen-Âge et qui aujourd'hui, le dernier, se situe dans l'époque napoléonienne. Je pense qu'il ne s'arrêtera pas à ce niveau-là, et qui décrit le fonctionnement donc, de la société anglaise sur ces différentes époques. C'est absolument passionnant. Mais ce qu'il ne faut pas louper chez lui, c'est qu'il a écrit aussi un livre, malheureusement, que je crains prophétique, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais c'est l'avant-dernier qu'il a écrit, sur l'évolution d'une crise internationale, qui partant d'un petit détail en Afrique, conduit à une guerre nucléaire. Voilà. J'espère qu'il se trompe. Je l'espère aussi. Mais ça ressemble terriblement à ce qui se passe en ce moment. Daniel Collignon, je suis ravi d'avoir pu vous recevoir dans le podcast Exchange de CFA Society France. Merci d'avoir partagé avec nos auditrices et nos auditeurs votre expérience de l'assurance vie. Merci Philippe. Merci à tous. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.